Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique d'un film de Disney, Bernard et Bianca, au pays des kangourous, un film sorti en 1990 de Handel Butoy et Mike Gabriel. C'est inspiré des romans de Marguerite Sharp et c'est aussi une suite aux aventures de Bernard et Bianca sorti en 1977. Il a coûté la bagatelle de 37 millions de dollars, c'est vachement cher je trouve, et je ne suis pas sûr des chiffres, mais il a rapporté seulement 47 millions dans le monde, ce qui n'est pas beaucoup. Il dure 1h25, et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Eh bien, c'est la même chose qu'avant, mais ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui se fait kidnapper, et Bernard et Bianca vont partir à sa recherche pour le sauver en Australie. Alors, première chose importante, c'est que c'est une suite. C'est la première suite de Disney. Une suite quand même de qualité, influencée par la fascination du pays, portée par le personnage joué par Paul Hogan dans Crocodile Dundee, qui était sorti en 1986, qui avait fait une grosse sensation. Il y a un exotisme de l'Australie qui n'est malheureusement pas trop montré, c'est un peu dommage. Un tiers du film passe avant qu'on voit nos deux héros qui ne sont même pas encore là-bas. Et on les attend pendant 17 minutes. Il y a un déséquilibre. Et quand enfin ils arrivent, c'est presque déjà la fin. Et c'est en fait seulement à la fin que je me suis senti dans l'intrigue. Alors ça pose pour moi un petit problème. C'est aussi un scénario qui est linéaire. C'est-à-dire que le premier jouait au début sur des flashbacks. Ils allaient dans les lieux où il y avait Penny. Et il y avait le chat qui racontait un peu comment elle était, tout ça. Ici, c'est vraiment linéaire. Ils se permettent des ellipses et des parcours. Par exemple, quand il y a une information en Australie qui doit circuler jusqu'à SOS Société, il y a une affaire d'ellipse et on voit les souris passer le message dans différents pays. Ça, c'est assez bien foutu. Mais c'est super déséquilibré. C'est ultra mou. Mais vous allez me dire, mais on fait un scénario qui ne respecte pas les codes classiques. Ah, c'est original. Ouais, mais sans blague, mais il faut aussi bien comprendre que c'est un récit qui se destine aux enfants et je pense pas que faire un film déséquilibré puisse forcément leur plaire. Alors bien sûr, il y en a qui ont adoré le film, mais moi, ça m'est passé complètement à côté. Il y a aussi un problème de point de vue. Est-ce qu'on est avec les souris ou est-ce qu'on est avec le garçon ? Parce que le film aussi entre les deux, alors ça s'appelle plus Bernard et Bianca au pays des kangourous, ça s'appellerait Cody et l'aigle géant, quoi. Non mais voilà, moi je trouve qu'il y a un déséquilibre clairement entre les deux. C'est un problème assez délicat pour ce film parce que 13 ans séparent quand même le premier et le deuxième. Les studios ont peut-être souhaité faire cette suite pour donner envie aux jeunes adultes ou aux jeunes parents d'aller voir ce film ou de faire découvrir à leurs enfants des personnages d'histoires qu'ils ont connus. Donc je pense que ça peut être dans cette optique qu'ils ont fait cette suite. Ils dénoncent la cruauté du braconnage, ils défendent les valeurs de l'amitié, voilà, les valeurs morales classiques, mettant en avant un petit enfant qui défend les progénitures de Mère Nature. Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein. Mais le problème, c'est qu'il se passe rien dans le film. Et ce n'est qu'à la fin, à partir à peu près de la 50e minute, que ça devient assez bien, mais c'est déjà terminé. Mais au-delà de ça, on a un retour à l'anthropomorphisme des années 70. Nos deux rongeurs n'ont pas évolué des masses. Bien sûr, il y a une évolution dans la psychologie, il y a Bernard qui va aller se marier et tout ça, mais ils ne sont pas très présentes, ces souris, ça m'embête un petit peu. Par contre, celui qui est quand même présent, c'est McLeish, un braconnier très très méchant. Je dis qu'il est présent, mais en même temps, je trouve qu'il est trop peu présent, parce que c'est quand même un méchant qui est assez charismatique, mais encore une fois, il témoigne d'un récit déséquilibré. Le mec, c'est un adulte, il veut pas tuer le gosse, à un moment il veut le tuer, enfin il faudrait qu'il aille vraiment faire quelque chose d'horrible pour qu'on ait peur de cet adulte, et pourtant il est très très grand, il a un fusil, il est menaçant et tout ça, bien sûr il est dans une caverne, une espèce de carrière avec un énorme véhicule aussi tout bizarre, il a un physique aussi disproportionné, mais je sais pas, il y a un problème avec ce méchant. Ce dernier est d'ailleurs persuadé qu'il a le dessus sur son animal. Alors, il y a un moment qui est pas mal, c'est il déplace sans cesse un bac à œufs sans se rendre compte que sa lézarde a compris son manège et parvient quand même à ses fins, c'est-à-dire à prendre les œufs, à les manger. C'était un moment assez amusant. Alors justement, cette espèce de lézard, c'est un varan australien, Johanna, qui est une gobeuse d'œufs, qui va s'occuper d'ailleurs des œufs de l'espèce d'oiseau, la d'aigle,
qui a été domestiquée donc par le méchant, c'est Lézard, et on s'intéresse plus à elle qu'à l'humain. Encore une fois, déséquilibre, parce que les animaux plaisent plus aux enfants, alors on met des animaux partout, voilà, et on met encore cet albatros. Alors, je croyais que c'était Orville, mais en fait c'est Wilbur, donc c'est un espèce de cousin, mais en pire, il y a des scènes entières sur lui, mais je m'en fous. Alors je sais pas, il faudrait que vous me disiez si vous avez aimé ce personnage, mais j'en avais rien à foutre. C'était d'un humour lourd, mais de merde, mais oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était nul! Qu'est-ce que ça foutait là? Alors le film c'est cool, il dure 1h25, sûrement avec beaucoup de génériques à la fin, mais si t'enlèves ces personnages secondaires qui prennent trop de place, mais il n'y a plus rien du film, il reste plus rien du film. Non mais voilà, ça le scénario, mais déséquilibre total sur des personnages secondaires, on se concentre pas sur En fait, si on devait prendre juste la mission principale d'aller sauver l'enfant, mais le film ce serait un moyen métrage, parce qu'il y a tellement de trucs qui sont... En fait, l'axe principal du film n'est pas assez épais. On se balade avec des personnages et tout ça, et on va te montrer l'Australie. Alors ça c'est vachement bien, mais encore une fois, tu profites pas. Tu profites pas. Voilà, moi j'étais déçu. Alors encore un autre personnage secondaire dont je me fous complètement, c'est le Jake, c'est un espèce de Indiana Jones australien, c'est un guide complètement inutile. Ça dilue encore davantage le propos et la concentration du récit vers les héros. Et c'est la facilité parce que c'est un guide, alors voilà, on n'a plus qu'à le suivre pour atteindre notre but. Ah non, mais franchement, alerte perso relou, quoi. Avec Jake qui veut séduire Bianca, qui se laisse désirer. Mais de toute façon, elle est avec Bernard, parce que c'est Disney. Donc, il y a une espèce de truc maladroit qui fait chier. C'est la preuve aussi qu'on peut être gros et maladroit et avoir quand même quelqu'un qui nous aime. Donc, c'est quand même assez rassurant. Mais ce Jake, alors, encore une fois, que c'est comme Wilbur, inutile. On a aussi Cody, qui est l'enfant à sauver. La mission se déplace en fait de sauver Cody à sauver les œufs de l'aigle femelle. Alors j'ai envie de dire c'est bien ce déplacement de l'intrigue. Le problème c'est que le déplacement de l'intrigue se fait du point de vue de Cody. Il y a Bernard et Bianca qui vont continuer à essayer de trouver Cody, et lui Cody il est déjà passé du statut de personnage à être sauvé à personnage qui va essayer de sauver l'aigle. Bernard et Bianca et Cody ne sont pas sur le même niveau, on va dire, d'objectif du personnage à atteindre. Donc c'est vachement étrange. Au scénario, c'est pas conventionnel du tout, hein. C'est très étrange parce qu'il est entre un film super classique comme La Petite Sirène, et après il va y avoir, ou en même temps, je sais pas s'ils sont sortis avant, La Bande des Picsou, qui est un film très classique mais ultra bien foutu au niveau de son scénario. Alors là, le scénario de La Bande des Picsou, les mecs, ils ont été bons, hein. Mais là, c'est hybride, voilà. C'est vraiment hybride. C'est même également hybride au niveau de l'animation. Alors, animation qui a nécessité 450 artistes et techniciens, avec 5 des animateurs clés de Disney qui ont effectué un voyage préparatoire en Australie pour visiter l'arrière-pays et dessiner ce qu'il leur fallait pour faire le film. Ça, c'est très classique chez Disney. Ils vont aller essayer de capter le pays, de capter la culture pour essayer de le retransmettre dans l'animation. Et c'est tout à fait souhaitable parce que ça donne après vraiment une patte esthétique au film. Et bien que l'animation et les arrière-plans soient réalisés de manière traditionnelle, c'est le premier long métrage à être entièrement colorié et édité par ordinateur avec un nouveau système. Alors j'en avais déjà un petit peu parlé pour La Petite Sirène, mais ce nouveau système, ça s'appelle le CAPS, le Computer Animation Post-Production System. C'est un système qui est développé par les artistes digitales de Pixar pour Disney, parce qu'ils étaient déjà en collaboration avant que Pixar se mette à faire des longs métrages, bien sûr, et à être vraiment rattaché à Disney. Alors c'est un appareil numérique sophistiqué, gérant et améliorant l'animation. Et les personnages et les effets sont toujours dessinés à la main, image par image. Mais le CAPS prend alors le contenu livré, puis le combine de manière à restituer une image vidéo. Il permet également de colorer numériquement les images. Seuls les décors en fait sont encore peints à la main. Il remplace donc le vieux département d'ancrage et de peinture. Ça accélère la production et réduit les coûts de phase de post-production. Il permet aussi des prises de vue et des mouvements de caméra bien plus complexes, et il peut faire office de caméra multiplane sophistiquée, susceptible d'accueillir un nombre pratiquement infini
de plans d'action et de décors. Ça permet des plans très très spectaculaires. Alors aucun test n'avait été fait et c'est directement appliqué à un long métrage. Celui dont je suis en train de vous parler. Et visuellement, il est beaucoup plus abouti que le premier. Et franchement, il est beaucoup plus abouti au niveau de l'animation que La Petite Sirène. Mais on n'est pas dans la même catégorie. C'est hallucinant. La séquence par ordinateur d'introduction avec le champ de fleurs, c'est très très spectaculaire. C'est un petit peu gratuit. Faut dire ce qui est. C'est complètement gratuit ce truc. En plus, ça dure des plombes. Mais c'est vraiment... Regardez ce qu'on sait faire maintenant. Les scènes d'action sont très très bien. Et les scènes de vol sont très fortes, il y a une très très grande qualité de l'animation. Là, on a vraiment dépassé un palier. On est passé à une autre génération. Il ne vieillit en plus pas trop visuellement. Il se tient encore très très bien aujourd'hui, ça c'est formidable. Si l'histoire pouvait être aussi bien que l'animation, ça ce serait vraiment un grand film, mais pour moi c'est pas le cas. Le film ne joue pas assez sur le fait qu'on est en Australie. On sent un petit peu des fois, oh tiens, c'est beau et tout ça, mais on sent pas le fait qu'on est vraiment ailleurs. Qu'on n'est pas aux États-Unis, et mis à part le fait qu'il y a quelques animaux et un ou deux lieux connus, ben ça pourrait se passer à un autre endroit. Il s'agit également du deuxième film dépourvu de chansons après Taram et le Chandron Magique. Je crois que c'est aussi à noter que Disney, encore une fois, essaye de faire un film hybride, un peu spécial, mais il marche pas tant que ça. Il a eu de piètres résultats au box-office. Et un troisième volet a été envisagé, mais l'échec du film, ainsi que le décès de la doubleuse de Bianca en 1995, a arrêté le projet. Et après ce film, aucune suite ne sera d'ailleurs plus distribuée au cinéma aux États-Unis, mais directement en vidéo. Si on fait l'exception bien sûr de Fantasia 2000, Peter Pan 2 et Le Livre de la Jungle 2, qui sont voilà des exceptions spéciales. Mais Fantasia, vraiment Fantasia, il mérite d'être au cinéma parce que Fantasia 2000, alors là, c'est du lourd. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, lors des diffusions télévisées sur Disney Channel, pour ceux qui s'en souviennent, Disney Channel, le film est étonnamment proposé en version censurée. Voilà. Il y a une scène de lancer de couteau de McLeish qui est absente, curieusement. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Tout comme l'hilarante, pour certains bien sûr, séquence où le pauvre Wilbur se reçoit une injection d'un puissant sédatif à coups de fusil. Alors, pour conclure, il a beau être superbe, mais il est complètement déséquilibré. Pour moi, c'est une aventure fade. Elle est belle à l'extérieur, mais elle est pourrie à l'intérieur. Non, mais vraiment... il y a un déséquilibre. Voilà, moi je suis pas sensible parce que le fait de pas assez voir l'aventure de Bernard et Bianca et pas seulement à travers le prisme du guide, ça m'a frustré et moi je lui mets 11 sur 20. Mais c'est bien parce qu'il est sauvé par son animation, hein, parce que franchement l'animation c'est une claque. C'est un film qui propose une vraie nouveauté technique. Mais ce n'est pas un bon Disney pour autant. Sans vraiment réussir à rendre attractifs les aventures de Bernard et Bianca, eh bien Disney délivre une suite, tout de même quand même supérieure, avant tout grâce à ses qualités techniques. Mais ce film n'est pas plus enthousiasmant que ça. Mais il reste agréable à suivre, tout aussi agréable que le premier. Et il y a des passages chiants, mais notamment la prison, mais c'est long, avec un espèce de petit lézard qui veut sortir de sa cage, mais c'est hallucinant, la bêtise, la lenteur de ce truc. Oh là 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 là. Ah mais voilà, encore des déséquilibres, c'est horrible. Bernard et Bianca au Pays des Kangourous est bien un membre à part entière de ce nouvel âge d'or de Disney, même si à la suite de son échec commercial et de la campagne de dénigrement dont il a fait l'objet après coup, il est aujourd'hui oublié. Donc je souhaitais quand même revenir sur ce film et j'espère qu'à travers cette critique, eh bien ça vous aura plu, ça vous aura peut-être appris des choses. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Et quant à moi, eh bien je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera la critique de la bande à Picsou, le film. Un film que j'ai adoré. Donc je vous dis tout de suite la critique, elle va être élogieuse. Vraiment, j'ai adoré la bande à Picsou. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine critique. Et passez une bonne journée, une bonne semaine. Allez, salut!